Bonsoir à tous. Donc on reprend avec notre dernière partie du sixième module intitulé Hacking System. Et aujourd'hui, on va essayer de voir la partie relative, tout ce qui est la suppression des traces. Plus exactement, on va commencer par tout ce qui est nettoyage de journaux de log. Il faut savoir que le brouillage des pistes est l'une des principales étapes d'un piratage système. À ce stade de l'attaque, l'attaquant va essayer de se cacher et d'éviter d'être détecté ou tracé, en essayant de couvrir toutes les pistes ou les journaux qui ont été générés lors de l'accès au réseau ou à l'ordinateur cible. Essayons de voir maintenant comment est-ce que l'attaquant va essayer de supprimer les différentes traces d'une attaque sur un ordinateur cible. Il faut savoir que l'effacement des preuves est une nécessité pour tout attaquant qui souhaiterait rester caché. Il s'agit d'une méthode qui est utilisée pour échapper à tout traçage. Cela va commencer par l'effacement des journaux contaminés, des éventuels messages d'erreur qui ont été générés lors du processus d'attaque. Donc l'attaquant va essayer d'apporter des modifications à la configuration du système de telle sorte qu'il n'enregistre pas les activités futures, et ceci en manipulant et en modifiant les journaux d'événements. L'attaquant va essayer de faire croire à l'administrateur système qu'il n'y a aucune activité malveillante dans le système et qu'aucune intrusion ou compromission n'a eu lieu. Étant donné que la première chose qu'un administrateur système fait lors de la surveillance d'une activité inhabituelle est de vérifier les fichiers journaux du système, il est courant que les intrus utilisent un outil pour modifier ces journaux. Dans certains cas, les rootkits peuvent désactiver ou supprimer tous les journaux existants, et les attaquants supprimeront uniquement les parties des journaux pouvant révéler leur présence s'ils ont l'intention d'utiliser le système pendant une longue période comme base de lancement pour de futures exploitations. Il faut savoir que les attaquants doivent faire apparaître le système tel qu'il était avant que l'accès ne soit obtenu et qu'une porte dérobée ne soit installée. Cela leur permet de rétablir tous les attributs de fichiers à leur état d'origine. Les informations répertoriées, telles que la taille et la date du fichier, ne sont pas des informations d'attributs contenues dans le fichier. La protection contre les attaquants qui tentent de brouiller les pistes en modifiant les informations des fichiers peuvent s'avérer difficiles. Cependant, il est possible de détecter si un attaquant a agi ainsi en calculant le hachage cryptographique du fichier. Ce type de hachage est un calcul de l'intégralité du fichier avant cryptage. Les attaquants ne souhaitent peut-être pas supprimer un journal entier pour brouiller les pistes, car cela peut nécessiter des privilèges d'administrateur. En plus, si les attaquants peuvent supprimer uniquement les journaux d'événements d'attaque, ils pourront toujours échapper à la détection. L'attaquant peut manipuler les fichiers journaux à l'aide de ce qu'on appelle euh, SEC event.event, qui est le journal de sécurité, dans lequel on va essayer de vérifier les échecs de connexion et les accès aux fichiers sans privilège. On peut le faire aussi à travers le sysevent.evt, donc c'est le journal système, dans lequel on va essayer de chercher tout ce qui est panne de pilote ou les choses qui ne fonctionnent pas correctement. Comme on peut essayer de faire des recherches dans le app.event.event, qui est le journal des applications. Il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques qui sont utilisées pour couvrir les pistes. Donc, les principales activités qu'un attaquant effectue pour supprimer ses traces sur un ordinateur peuvent être soit la désactivation de l'audit, donc un attaquant va désactiver les fonctionnalités d'audit du système cible, soit l'effacement de journaux, donc un attaquant va tout simplement effacer ou supprimer les entrées du journal système correspondant à ses activités, ou bien la manipulation des journaux. Donc, un attaquant va manipuler les journaux de manière à ne pas être poursuivi en justice. Tout comme il peut couvrir ses traces sur le réseau, donc il va utiliser des techniques telles que le reverse shell HTTP shell, ou bien les tunnels ICMP inversés, ou bien tout simplement le tunneling DNS, ou bien la modification des paramètres TCP pour couvrir
des pistes sur le réseau. Il faut savoir que couvrir les traces sur le système d'exploitation est aussi une option. Donc, un attaquant peut utiliser les flux NTFS pour masquer ou couvrir les fichiers malveillants dans le système cible. Tout comme il pourra supprimer des fichiers. Donc, tout simplement, il va utiliser un outil en ligne de commande tel que cypher.exe pour supprimer les données et empêcher leur récupération à l'avenir. Donc, en d'autres termes, il va essayer de les chiffrer. Aussi, il pourra désactiver les fonctionnalités Windows. Donc, un attaquant va désactiver les fonctionnalités Windows telles que l'horodatage, du dernier accès, ou bien la- l'heure de la mise en veille prolongée, ou bien de la mémoire virtuelle, ou bien tout simplement, il va désactiver les points de restauration du système, etc., pour essayer de couvrir les pistes qu'il a laissées. Ainsi, le travail complet d'un attaquant consiste non seulement à compromettre le système, mais également à désactiver la journalisation, à effacer les fichiers journaux, à éliminer les preuves et à installer des outils supplémentaires et à brouiller ses propres traces. L'une des premières étapes pour un attaquant qui dispose de capacités en ligne de commande consistera à déterminer l'état de l'audit du système cible, donc à localiser les fichiers sensibles tels que les fichiers de mot de passe et à implémenter des outils automatiques de collecte de données tels qu'un enregistreur de frappe, ce qu'on appelle un keylogger, ou bien un sniffer. Il faut savoir que Windows enregistre certains événements dans des journaux d'événements, ce qu'on appelle les syslogs. Le journal peut être configuré pour envoyer des alertes via email ou voire même via SMS à l'administrateur système. Par conséquent, l'attaquant voudra connaître l'état d'audit du système qu'il tente de compromettre avant de poursuivre ses opérations. Auditpol.exe est un outil ou un utilitaire en ligne de commande qui permettra de modifier les paramètres de sécurité d'audit au niveau des catégories et des sous-catégories. Donc, les attaquants peuvent utiliser AuditPol pour activer ou désactiver l'audit de sécurité sur les systèmes locaux ou distants et pour ajuster les critères d'audit pour différentes catégories d'événements de sécurité. Au moment où les intrus obtiennent des privilèges administratifs, évidemment, ils pourront désactiver l'audit grâce à cet outil. Une fois leur mission terminée, ils vont réactiver l'audit en utilisant le même outil. Après avoir obtenu l'accès et établi l'accès au shell avec le système cible, les attaquants vont utiliser certaines commandes pour activer, voire même pour désactiver les journaux d'audit de notre système. Donc, on peut citer à titre d'exemple, si on est dans AuditPol, on peut faire cette catégorie, on va spécifier système, et dans système, on va dire count, log on, success, enable, ou bien failure, enable. Donc là, si vous voulez, on va désactiver, on a activé plutôt l'audit pour l'accès au compte. Si on veut le désactiver, on va utiliser la même commande, sauf qu'à la place de faire enable, on va mettre disable après success ou bien failure. Donc, il y a aussi la possibilité de masquer les clés de registre qui sont modifiées ultérieurement. Donc, l'attaquant peut aussi utiliser AuditPol pour afficher les paramètres d'audit définis sur l'ordinateur cible en exécutant les temps. Par exemple, la commande auditpol/get/catégorie de points étoile. Il y a aussi la possibilité d'effacer les journaux. Donc, clearEventViewerLogs.bat est un utilitaire qui peut être utilisé pour effacer les journaux du système cible. Cet utilitaire peut être exécuté soit via l'invite de commande, soit en utilisant le PowerShell et à l'aide d'un fichier PAT. Supprimer tout simplement les journaux de sécurité, les journaux système et les journaux d'application. Les attaquants peuvent utiliser cet utilitaire pour effacer ces journaux afin de brouiller leurs traces sur le système cible. Maintenant, les attaquants peuvent utiliser aussi Shell Meterpreter. Bon, pour cela, ils vont essayer de d'abord si le système est exploité avec Metasploit,
L'attaquant pourra utiliser le shell Meterpreter pour effacer tous les journaux à partir du système Windows. Il suffit de lancer l'invite Meterpreter shell à partir du framework Metasploit. Ensuite, il faut taper clear EV dans l'invite du shell Meterpreter et appuyer sur Entrée. Les journaux du système cible commenceront à être supprimés automatiquement. On peut aussi supprimer manuellement les journaux d'événements. Il faut savoir que dès que l'attaquant a un accès administratif à un système cible, il peut effacer manuellement les entrées correspondantes à ses activités sur les ordinateurs Windows et Linux. Les étapes pour effacer les journaux d'événements sont assez rudimentaires. Par exemple, sur Windows, vous allez sur Windows, Start, Control Panel, System and Security, Administrative Tools, Event Viewer. Ensuite, vous allez supprimer les données qui vous intéressent. Pour Linux, il suffit d'aller vers le dossier log, le sous-dossier log qui est dans le dossier var. Vous allez ouvrir le fichier contenant les logs. Donc, c'est généralement, il porte le nom message. Ensuite, vous allez supprimer toutes les entrées relatives à la compromission du système. Il faut savoir que les attaquants peuvent effacer les traces en ligne conservées à l'aide de l'historique web, les journaux, les cookies, le cache, les téléchargements, les heures de visite, etc. sur l'ordinateur cible, afin que les victimes ne puissent pas remarquer leur activité en ligne effectuée par les attaquants. Alors, que pourra faire notre attaquant pour effacer ces traces en ligne? D'abord, il pourra utiliser la navigation privée, il pourra supprimer l'historique dans le champ adresse, il peut désactiver l'historique stocké, supprimer les données privées, effacer les cookies à la sortie, vider le cache en quittant, supprimer tous les téléchargements effectués, désactiver le gestionnaire de mots de passe, effacer les données dans le gestionnaire de mots de passe, supprimer les sessions enregistrées. Supprimer le JavaScript de l'utilisateur, configurer plusieurs utilisateurs, supprimer le plus récemment utilisé, ce qu'on appelle le MRE généralement. Il peut effacer les données de la barre d'outils de navigation ou bien désactiver la saisie semi-automatique. Donc, pour effacer les traces en ligne de diverses activités, les attaquants doivent suivre différents chemins pour différents systèmes d'exploitation. Par exemple, si on était sur un système Windows, donc on peut directement, à partir des paramètres de confidentialité de Windows 10, à titre d'exemple, on va cliquer avec le bouton droit sur le bouton démarrer, on choisit paramètres, puis on va cliquer sur personnalisation. Dans personnalisation, on va cliquer sur le volet gauche sur le démarrer. Ensuite, on va faire désactiver l'option affichage les applications les plus utilisées et affichage des éléments récemment ouverts dans la liste des raccourcis du démarrage et dans la barre de tâches. Si on était dans le registre de Windows 10, donc on va ouvrir tout simplement l'éditeur de registre avec regedit. Ensuite, on va aller vers l'entrée HK Local Machine. On peut aller vers Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer. Puis on va supprimer les Recent Docs. Ensuite, on va supprimer toutes les valeurs, sauf la valeur par défaut. On peut aussi couvrir les traces d'un shell bash. Alors, généralement, on parlera de Born Again Shell, bien bash. Alors, c'est tout simplement un shell compatible SH qui va stocker l'historique des commandes dans un fichier appelé historic batch. Donc, vous pouvez afficher l'historique des commandes enregistrées à l'aide de la commande more /batch _ is history. Donc, la fonctionnalité de bash pose problème aux pirates informatiques, tout simplement car ceux qui vont faire de l'investigation par la suite pourraient utiliser les fichiers batch history pour suivre l'origine d'une attaque et les commandes exactes utilisées par un intrus pour compromettre le système. Donc, les attaquants utilisent certaines commandes pour effacer les traces de l'historique des commandes enregistrées. Alors, par exemple, si on veut désactiver l'historique, on va faire export HIST size égale 0. Donc, cette commande, elle va faire quoi?
Il va empêcher le shell batch d'enregistrer l'historique. Quand je mets hit size, il va déterminer le nombre de commandes à enregistrer. Si je la fixe à 0, ça veut dire tout simplement les attaquants perdent leur privilège de revoir les commandes précédemment utilisées. Même chose pour l'utilisateur parce qu'il va enregistrer 0 commande. Si je voulais effacer l'historique, je fais history-c. Cette commande est utilisée pour effacer l'historique. Donc vous avez plusieurs commandes. Vous avez par exemple le "-w" qui va supprimer uniquement l'historique du shell actuel, tandis que l'historique des commandes des autres shells reste inchangé. Là, ça va arranger l'attaquant parce qu'il va supprimer uniquement ses commandes et il va laisser les commandes qui ont déjà été utilisées par le owner du système. Donc celui-ci ne va pas se douter de quelque chose, puisqu'il va trouver ses anciennes commandes. On peut aussi supprimer l'historique complet de l'utilisateur. Je fais par exemple cat. Ensuite, je fais dev/dev/nul supérieur tilde point batch underscore history, deux fois le e commercial, history-c, deux fois le e commercial, exit. Donc cette commande va supprimer tout simplement la totalité de l'historique. Je peux aussi le supprimer de manière irrécupérable. Je vais faire tout simplement un shred tilde slash point batch history. Dans ce cas-là, je vais détruire le fichier historique et je rends son contenu illisible. Alors, on peut aussi couvrir nos traces sur un réseau. Donc là, je vais utiliser un shell HTTP inverse, c'est ce qu'on appelle le reverse HTTP shell. Dans ce cas-là, l'attaquant va lancer une attaque en infectant d'abord la machine d'une victime avec un code malveillant et en installant ainsi un shell HTTP inversé sur le système de la victime. Ce shell, ce qu'on appelle le reverse HTTP shell, est programmé de telle manière qu'il demande des commandes à un maître externe qui contrôlera régulièrement le shell HTTP inversé. Ce type de trafic est considéré comme normal, car par les contrôles de sécurité du périmètre réseau, quelle que soit l'organisation, ou bien que ce soit une DMZ, pare-feu ou autre. Donc lorsque l'attaquant va taper quelque chose sur le système maître, la commande est récupérée et est exécutée sur le système de la victime. Donc la victime va agir ici comme un client web qui exécute des commandes HTTP GET, tandis que l'attaquant se comportera comme un serveur web qui va répondre aux requêtes. Donc une fois les commandes précédentes exécutées, le résultat sera envoyé dans la prochaine requête web. Tous les autres utilisateurs du réseau peuvent normalement accéder à Internet. Par conséquent, la circulation entre l'agresseur et la victime est considérée comme un trafic normal. On peut utiliser les reverse ICMP tunnels, ce qu'on appelle les tunnels ICMP inversés. Donc le tunnel link ICMP, qu'on appelle Internet Control Message Protocol, est une technique dans laquelle un attaquant va utiliser des paquets d'écho et de réponse ICMP ou comme support de charge utile TCP, afin d'accéder ou contrôler furtivement un système. Cette méthode peut être utilisée pour contourner facilement les règles de pare-feu, car la plupart des organisations disposent de mécanismes de sécurité qui vérifient uniquement les paquets ICMP entrants, mais pas ceux qui vont sortir. Un attaquant va configurer d'abord le client local pour se connecter à la victime. Le système de la victime est déclenché pour encapsuler une charge utile TCP dans un paquet ICMP Echo qui est transmis au serveur proxy. Le serveur proxy désencapsule le paquet, va extraire la charge utile TCP pour l'envoyer, puis l'envoyer à l'attaquant. On peut utiliser aussi le tunneling DNS. Donc il faut savoir qu'un attaquant peut avoir recours à cette méthode pour coder du code malveillant ou des données d'autres programmes dans des requêtes de réponse DNS. Le tunneling DNS va inclure généralement une charge utile de données qui peut être ajoutée au serveur DNS de la victime afin de créer un canal de retour permettant d'accéder à un serveur et à des applications distantes. Les attaquants peuvent utiliser ce canal back pour exfiltrer les informations volées, confidentielles ou sensibles du serveur.
Les attaquants effectuent le tunneling DNS en différentes étapes. Premièrement, ils vont compromettre un système interne pour créer une connexion avec un réseau externe. Ensuite, ils vont utiliser ce système compromis comme serveur de commande et de contrôle pour accéder à distance au système et transférer secrètement des fichiers de l'intérieur vers l'extérieur du réseau. On peut aussi jouer sur les paramètres TCP. Donc, il faut savoir que les paramètres TCP peuvent être utilisés par l'attaquant pour distribuer la charge utile et créer des canaux secrets. Certains des champs TCP sur lesquels les données peuvent être masquées sont les suivants. Nous avons d'abord le champ d'identification IP. Il s'agit d'une approche simple dans laquelle une charge utile est transférée au niveau du bit sur une session établie entre deux systèmes. Dans cette approche, un caractère est encapsulé par paquet. On peut aussi agir sur le numéro d'accusé de réception TCP. Donc, cette approche est assez difficile, car elle utilise un serveur de rebond qui reçoit des paquets de la victime et les envoie à un attaquant. Ici, un caractère caché est relayé par le serveur de rebond par paquet. On peut aussi utiliser le numéro de séquence initial TCP. Cette méthode ne nécessite pas non plus de connexion établie entre les deux systèmes. Ici, un caractère caché est encapsulé par requête SYN et paquet de réinitialisation. Vous remarquerez qu'il y a pas mal de champs sur lesquels on peut agir. Là, je vous ai donné 3 exemples, mais il y a d'autres champs sur lesquels il y a possibilité d'agir. On peut aussi couvrir les traces dans un système d'exploitation. Par exemple, si je suis dans Windows, je peux utiliser les flux NTFS qui possèdent la fonctionnalité ADS qui permet aux attaquants de cacher un fichier derrière un autre. Nous l'avons déjà vu dans les cours précédents. Sur Unix, par exemple, les fichiers Unix peuvent être masqués simplement en ajoutant un point devant le nom du fichier. Donc chaque répertoire est subdivisé en 2 répertoires. Le répertoire courant, celui qui a un point, et le répertoire parent qui a 2 points. Donc les attaquants leur donnent des noms similaires, comme, si vous voulez, point avec un espace après, comme avec un espace après. Donc les fichiers cachés sont généralement placés dans dev./tmp et etc. Un attaquant peut également modifier les fichiers journaux pour brouiller les pistes. Cependant, parfois, grâce à cette technique de masquage de fichiers, un attaquant peut laisser sa trace, car la commande qu'il a utilisée peut ouvrir un fichier. Pour ouvrir un fichier sera enregistré dans le fichier batch history. Donc un attaquant intelligent sait comment surmonter un tel problème et il va le faire en utilisant export hit size equal 0. On peut aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, utiliser le Cypher.exe, qui est un outil en ligne de commande Windows qui est intégré et qui peut être utilisé pour supprimer les données en toute sécurité, en les écrasant afin d'éviter une récupération ultérieure. Cette commande aide également au cryptage et au déchiffrement des données dans les partitions NTFS. Par exemple, lorsqu'un attaquant crée et chiffre un fichier texte malveillant, au moment du processus de chiffrement, un fichier de sauvegarde est créé. Par conséquent, si le processus de chiffrement est interrompu, le fichier de sauvegarde peut être utilisé pour récupérer les données. Une fois le processus de chiffrement terminé, le fichier de sauvegarde est automatiquement supprimé, mais ce fichier supprimé peut être récupéré à l'aide d'un logiciel de récupération de données et peut ensuite être utilisé par le personnel de sécurité à des fins d'enquête. Pour éviter la récupération des données et brouiller les pistes, les attaquants utilisent l'outil Cypher.exe pour écraser les fichiers supprimés, d'abord avec des zéros, ce qu'on appelle 0x00. Ensuite, bon, quand je dis des zéros, c'est un abus de langage pour dire le caractère vide. Ensuite, avec un caractère plein de 255, ce qui est équivalent de 0xff. Ensuite, on refait une troisième passe avec des données aléatoires. Donc l'attaquant peut supprimer des fichiers à l'aide de CypherExe en implémentant les étapes qu'on vient de citer.
Il y a aussi la désactivation des fonctionnalités Windows, toujours grâce à la désactivation de l'horodatage du dernier accès. Donc, l'horodatage du dernier accès d'un fichier contient des informations concernant l'heure et les données auxquelles le fichier spécifique a été ouvert, que ce soit en lecture ou bien en écriture. Par conséquent, chaque fois qu'un utilisateur accède à un fichier, l'horodatage est automatiquement mis à jour. Les attaquants vont utiliser l'outil fsutil pour désactiver ou pour activer l'horodatage du dernier accès. fsutil est un utilitaire de ligne de commande dans le système d'exploitation Windows utilisé pour définir le paramètre de comportement du volume NTFS. Donc, Disable Last Access qui contrôle l'activation ou la désactivation de l'horodatage du dernier accès. Par exemple, si je mets Disable Last Access égale à 1, ceci va indiquer que les horodatages du dernier accès sont désactivés. Si je le remets à 0, ça va indiquer que les horodatages du dernier accès vont être activés. Donc, comme le montre la capture d'écran que vous voyez ici, les attaquants utilisent la commande pour tout simplement désactiver les dernières mises à jour de l'accès. Et dans notre exemple, vous remarquerez que Disable Last Access est défini à 1. Alors, on peut aussi désactiver la mise en veille prolongée de Windows. Alors, le fichier de mise en veille prolongée, qui s'appelle Iberfile.sys, est un fichier système caché qui est situé dans le répertoire racine où le système d'exploitation est installé. Ce fichier contient des informations concernant la RAM stockée sur un disque dur à des moments précis. Donc, lorsque l'utilisateur choisit de mettre son système en veille prolongée, on va copier toute la RAM sur le disque dur. Ces informations sont cruciales car le personnel de sécurité peut les utiliser pour enquêter sur une attaque contre le système. Par conséquent, la désactivation d'une hibernation de Windows est une étape cruciale pour brouiller les pistes. L'attaquant peut désactiver la mise en veille prolongée de Windows via le registre en mettant en œuvre les étapes suivantes. D'abord, vous allez ouvrir votre registre en faisant votre reg edit. Vous allez entrer dans l'emplacement ordinateur HK local machine system current control set control ensuite power. Vous allez faire un double clic sur Hibernate Enable dans le volet de droite. Vous allez avoir une boîte de dialogue modifier la valeur dword 32 bits qui va apparaître. Dans le champ de données de valeur, vous allez saisir la valeur 0 pour désactiver le mode hibernation et vous avez réglé le problème en appuyant sur OK. Il faut savoir que les attaquants peuvent aussi désactiver la mise en veille prolongée de Windows via tout simplement l'invite de commande en mettant en œuvre ce qui suit. Mais seulement il faut savoir que vous devez avoir les privilèges administrateurs. Donc la commande c'est power cfg pour config.exe espace / hibernate espace off. Il y a aussi la possibilité de désactiver la mémoire virtuelle de Windows, ce qu'on appelle le fichier d'échange. Il faut savoir que la mémoire virtuelle, appelée aussi fichier échange, est un fichier spécial dans Windows qui est utilisé comme compensation lorsque la RAM, donc la mémoire physique réelle, manque d'espace utilisable. Par exemple, si un attaquant possède un fichier crypté et souhaite le lire, il doit d'abord le déchiffrer. Ce fichier déchiffré reste dans le fichier d'échange, même après que l'attaquant se déconnecte du système. De plus, certains programmes tiers peuvent être utilisés pour stocker temporairement des mots de passe en clair et d'autres informations sensibles. Par conséquent, la désactivation de la pagination dans Windows est une étape cruciale pour brouiller les pistes. L'attaquant peut désactiver la pagination en mettant en œuvre les étapes suivantes.
D'abord, vous pouvez ouvrir le panneau de configuration et accéder à l'emplacement, paramètres, système avancé. Et là, vous allez avoir une boîte de dialogue propriété système qui va apparaître. Dans l'onglet avancé, vous allez cliquer sur paramètres sous la section performance. Vous allez avoir une boîte de dialogue option de performance qui apparaît. Et dans l'onglet avancé, vous cliquez sur modifier. Oh, et là, dans la section virtuelle, mémoire virtuelle. Là, vous allez avoir une boîte de dialogue qui apparaît. Vous pouvez tout simplement décocher, gérer automatiquement la taille du fichier d'échange de tous les lecteurs. Ou bien vous sélectionnez le lecteur sur lequel la pagination doit être désactivée, puis vous cochez l'option pas de pagination de fichier et cliquez sur définir. Tout comme on peut désactiver le point de restauration de Windows. Les points de restauration système contiennent généralement des informations sur les données cachées et les fichiers précédemment supprimés. Cela présente un risque pour les attaquants car les fichiers supprimés peuvent être récupérés à partir des points de restauration précédents. Donc l'attaquant peut désactiver les points de restauration du système en mettant en œuvre les étapes suivantes. Donc vous accédez directement à votre panneau de configuration, vous allez vers système et sécurité, ensuite vers la protection système, et vous allez avoir une boîte de dialogue dans laquelle vous allez aller vers la section Restaurer les paramètres. Vous allez désactiver la protection du système et cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer le dernier point de restauration. Et vous devez répéter les mêmes étapes, tous les points de restauration qui ont été identifiés au niveau de votre système. On peut aussi désactiver le cache de vignettes Windows. Alors, il faut savoir que thumbs.db est un fichier Windows qui va stocker des vignettes des types de documents tels que PowerPoint, DocX, ainsi que les fichiers graphiques tels que GIF, JPEG, PNG et TIFF. Ce fichier miniaturise de miniature en quelque sorte, contient des informations sur les fichiers précédemment supprimés ou utilisés sur le système. Par exemple, si un attaquant a utilisé un fichier image pour masquer un fichier malveillant et qu'il l'a ensuite supprimé, une vignette de cette image va être stockée dans le fichier thumbs.db, ce qui révèle que le fichier supprimé a déjà été utilisé sur le système. L'attaquant peut désactiver le cache des vignettes directement sur le système, tel que vous le voyez au niveau de la boîte de dialogue qui est là. Bon, je vais pas vous, bon, bien, je vais vous donner les étapes. Vous allez aller tout simplement dans votre éditeur de stratégie de groupe local. Vous allez accéder à votre modèle d'administration. Vous allez de configuration de l'utilisateur. Vous allez partir vers les composantes Windows, l'explorateur de fichiers. Ensuite, vous allez double-cliquer sur le paramètre désactiver la mise en cache des vignettes dans le fichier thumbs.db qui est caché dans le volet de droite. Sélectionnez activer pour désactiver le cache de vignettes, puis cliquez sur OK. On a aussi la possibilité de désactiver les fonctionnalités de prélecture de Windows. Il faut savoir que Prefetch est une autre fonctionnalité Windows qui stocke les données spécifiques sur les applications généralement utilisées par les utilisateurs du système. Donc, les données stockées contribuent à améliorer les performances du système en réduisant le temps nécessaire au chargement ou au démarrage des applications. Par exemple, si un attaquant a installé une application malveillante puis l'a désinstallée, une copie de cette application sera stockée dans le fichier prefetch. Ces fichiers prefetch peuvent être utilisés par le personnel de sécurité pour récupérer des fichiers supprimés lors de l'enquête sur un incident de sécurité. Les attaquants peuvent désactiver la fonctionnalité prefetch dans le système. Alors, nous avons aussi certains outils de suppression de traces qui existent, tels que CC Cleaner qui va tout simplement qui vous permettre de supprimer les fichiers temporaires, les fichiers de log, les dumps de la mémoire, ainsi que certaines de vos activités en ligne, telles que l'historique Internet.
D'autres outils existent tels que Wipe, Privacy Eraser, BleachBit, ClearProg, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut se défendre contre ces opérations permettant la suppression des traces? Il faut savoir qu'il y a différentes mesures qui existent. On peut citer par exemple l'activation de la fonctionnalité de journalisation sur tous les systèmes critiques, effectuer un audit périodique sur les systèmes informatiques afin de garantir que la fonctionnalité de journalisation est conforme à notre politique de sécurité. On doit s'assurer que les nouveaux événements n'écrasent pas les anciennes entrées dans le fichier journal lorsque la limite de stockage est dépassée. On doit configurer des autorisations appropriées et minimales nécessaires pour lire et écrire les fichiers journaux stockés sur les systèmes critiques. On doit maintenir un serveur de journalisation distinct sur la DMZ afin que tous les serveurs critiques tels que le serveur DNS, le serveur de messagerie, le serveur web, etc., transmettent et stockent leurs journaux sur ce serveur. On doit mettre à jour et corriger régulièrement les systèmes d'exploitation, les applications et les micro-logiciels. On doit fermer tous les ports et services ouverts inutilisés. On doit crypter les fichiers journaux stockés sur le système afin que leur modification ne soit pas possible sans une clé de déchiffrement appropriée. On doit définir des fichiers journaux en mode ajouter uniquement afin d'empêcher la suppression non autorisée des entrées du journal. Et évidemment, on doit sauvegarder périodiquement les fichiers journaux sur un support inaltérable. Je vous remercie pour votre écoute.